Tout d'abord, merci beaucoup à la CPTS pour cette proposition d'intervention qui va se dérouler en 3 temps. Un premier temps de présentation de notre association Migration Santé Alsace, de son objet, de ses différents secteurs d'activité, et puis un focus particulier sur notre dispositif d'interprétariat et notamment l'interprétariat en médecine de ville, qui sera complété par un temps de présentation par notre présidente, le docteur Anne Muller, de ce dispositif d'interprétariat, mais du point de vue d'un médecin généraliste qu'il a complètement intégré à sa pratique. Et puis un dernier temps de questions-réponses qui sera co-animé avec ma collègue Hatice Kub, qui est la responsable de notre service d'interprétariat. Alors, sur la présentation de Migration Santé Alsace, c'est une association qui existe depuis 1975 et qui a pour objet de promouvoir pour les migrants et leurs familles l'accès et l'exercice du droit à la santé, l'accès aux droits sociaux et puis de contribuer à une meilleure insertion sociale, de veiller à l'égalité de traitement et à la non-discrimination dans les soins. Et puis, dernier point qui a été ajouté au statut en 2018, de lutter contre les discriminations, en particulier celles qui sont fondées sur la langue, l'origine nationale, ethnique ou une prétendue race. Notre approche de la santé, celle à laquelle on se réfère, c'est celle qui est définie par l'OMS, c'est-à-dire un état de bien-être complet, physique, psychique et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire qu'on va considérer, ça va être au cœur de nos actions, que l'état de santé des populations ne peut pas être isolé de leurs conditions de vie. Les missions de migration santé Alsace que je développerai aussi en présentant nos différents pôles d'activité, c'est de contribuer à rendre visible la problématique de la santé des populations migrantes, d'œuvrer auprès des pouvoirs publics et des institutions pour l'élaboration et l'application d'une politique sanitaire et sociale adaptée aux besoins des migrants, d'apporter une expertise aux acteurs et aux institutions, d'accompagner des acteurs de territoire, notamment par un soutien méthodologique sur la conduite de projets, d'intervenir dans des actions de prévention auprès des populations. Et puis, nous sommes aussi un organisme de formation initiale et continue. Sur la présentation de nos différents axes d'intervention, je finirai par l'axe historique qui est l'interprétariat médical et social professionnel, parce que c'est aussi celui qu'on va développer le plus. Donc, nous avons une activité de pôle ressources, c'est-à-dire qu'on est à la fois un centre de ressources et un organisme de formation sur la non-discrimination en santé et l'accès aux soins et aux droits des personnes migrantes. Notre activité d'organisme de formation, elle va se situer à 2 niveaux, des interventions en formation initiale qui peuvent avoir lieu en lien avec la faculté de médecine, l'école de travail social, des IFSI, et puis des interventions de formation en intra, où là on va élaborer des modules qui vont être plutôt construits sur mesure en lien avec des équipes. Les, les différents modules de formation qui peuvent être proposés, en tout cas ceux qui ont été proposés en 2022, ça va être accueillir et accompagner des populations issues d'une culture différente, accueillir et accompagner des populations socialement fragilisées, travailler en tant qu'interprète médical et social, euh, les rites autour de la mort dans différentes religions, travailler avec un interprète médical et social professionnel. Et puis sur le volet, l'autre volet de notre pôle ressources, qui est donc la sensibilisation aux discriminations dans le domaine de la santé, là, on va intervenir autant dans l'organisation d'événements locaux et nationaux, dans l'animation de réseaux professionnels. Ça peut être des ateliers territoriaux, un réseau de veille et de vigilance, et puis dans la création et la diffusion d'outils, hum, notamment le guide vers plus d'égalité en santé, qui était le fruit d'un travail de plusieurs années qui a été finalisé en 2019 et qui est un guide à l'usage des professionnels, un guide de prévention et de lutte contre les discriminations dans le domaine de la santé. Un autre gros pôle d'activité de migration santé Alsace, c'est les actions d'éducation et de promotion de la santé
qui ont la particularité d'être conduites en langue d'origine, en partant du constat de départ que les populations migrantes allophones sont souvent exclues des campagnes de prévention et puis qu'elles ont un accès plus limité à l'information, ce qui s'explique par une série de facteurs socio-économiques, systémiques et parfois culturels. J'en détaille quelques-uns: l'appartenance massive aux catégories socio-économiques les plus défavorisées, les difficultés de compréhension de la langue, des représentations culturelles de la santé, parfois de la maladie et du corps, et puis un manque de connaissance des dispositifs et puis une perte de repères. Dans ces populations éloignées de l'information et des campagnes de prévention, les femmes vont constituer un public particulièrement vulnérable, qu'on va cibler tout particulièrement. Nos actions d'éducation et de promotion de la santé, elles sont portées par une équipe de 8 animatrices et co-construites en lien avec des structures partenaires qui peuvent être des centres sociaux, la CPTS et d'autres structures, souvent des structures plutôt sociales. En 2022, ça a porté sur toujours une première étape de recueil des besoins, des actions, l'accès aux droits et aux soins, la santé mentale, la contraception, la sexualité, le droit des femmes, la santé globale. Au total, ça a représenté 57 actions qui ont été menées auprès de 468 personnes. Et enfin, le dernier grand secteur d'activité de Migration Santé Alsace, c'est l'interprétariat médical et social professionnel, qui est notre principal levier et outil d'accès aux droits et aux soins des personnes migrantes. On a une équipe de 87 interprètes qui interviennent en très grande majorité en présentiel, dans 37 langues et dans des structures qui peuvent être dans des domaines différents. La majorité, c'est des hôpitaux, mais on a aussi des collectivités territoriales, des structures de demande d'asile, et des structures du domaine de la santé, du médico-social, du social, et puis quelque chose qui est plus récent, des établissements scolaires. Voilà, ça c'est les différentes langues qui sont proposées actuellement, celles qui sont indiquées dans des plus gros caractères que celles qui ne sont plus demandées. Donc en premier, le géorgien, le russe, l'arabe, le turc, l'albanais. Ça c'était pour 2022. Ce qui est un autre point important de ce dispositif d'interprétariat, c'est qu'il est totalement gratuit pour les usagères et usagers parce qu'on bénéficie de financement public ou privé. C'est-à-dire qu'on va être soit dans le cadre d'un marché, d'un conventionnement ou d'un financement qui va être lié à une intervention avec un public spécifique. Par exemple, en 2022, on a déployé les actions d'interprétariat dans des structures qui soignent ou accompagnent ou recueillent la parole de femmes victimes de violences. Un autre contexte d'intervention particulier dans le cadre duquel on déploie l'interprétariat, c'est la médecine de ville, qui nous semblait importante à détailler parce que dans ce cadre-là, on a une forme d'exemplarité de la démarche qui a pu être inspirante à l'échelle nationale. C'est quelque chose qui existe sur le territoire alsacien depuis 2007, avec un montage financier qui a un peu évolué avec le temps. Actuellement, c'est très largement soutenu par la ville de Strasbourg et puis en complément par l'ARS et la CPAM. Et ce dispositif permet aux médecins libéraux et aux autres professionnels de santé qui exercent en libéral de bénéficier de la venue d'un interprète professionnel lors de leur consultation avec des patients allophones. Ce dispositif d'interprétariat et ce travail de Migration Santé Alsace, je le disais, il a une dimension inspirante à deux endroits significatifs qui nous semblaient importants à développer. D'abord, dans le cadre de la loi santé de 2016, la Haute Autorité de santé a rendu obligatoire l'élaboration d'un référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques pour l'interprétariat en santé.
Et pour établir son référentiel, elle s'est appuyée sur des expériences qui étaient pionnières en France, et notamment sur le travail de Migration Santé Alsace, qui, depuis les années 2000, a réalisé un travail de défrichage et a participé en lien avec d'autres structures d'interprétariat médical et social professionnel à la rédaction d'une charte qui pose les grands principes. Et ces grands principes ont été repris dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, on a la fidélité de traduction sans addition, omission, distorsion ou embellissement du sens, la confidentialité et le secret professionnel, l'impartialité, et puis le respect de l'autonomie des personnes. Euh, Ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, elles ont été complétées par plusieurs fiches de bonnes pratiques également issues d'un travail qui avait été élaboré par Migration Santé Alsace et par le réseau RIM, puisque ces associations qui avaient écrit cette charte en 2012 se sont constituées en 2019 en association nationale qui s'appelle RIM, qui est donc le réseau d'interprétariat médical et social professionnel. Et le dernier point qui nous semblait important sur l'interprétariat en médecine de ville et à souligner, c'est le fait que au titre de ce dispositif qui est déployé sur le territoire alsacien, on a été lauréat du prix Prescrire en 2022, qui a été un co-lauréat avec le réseau Louis Guillou et l'Union régionale des médecins libéraux des Pays de la Loire. Voilà. Je, pour la présentation de Migration Santé Alsace et de l'interprétariat en médecine de ville. Je ne sais pas si Anne Muller nous a rejoint. Si, je suis là. Ah, du coup, je vais te laisser continuer sur la question d'interprétariat en médecine de ville et l'expérience que tu peux en avoir à la fois D'accord. médecin libéral et présidente de MSA. Oui, alors du coup, je crois que vous ne me voyez pas et j'ai pas réussi à me connecter sur mon ordinateur et j'essaye de trouver comment. Je sais pas, est-ce que vous me voyez là? Non, on ne vous voit pas. Voilà, là c'est bon. Ok. Euh, donc du coup, l'objectif, c'est un peu de parler concrètement comment ça se passe dans une consultation, si j'ai bien compris la demande. Donc, en fait, oui, donc je suis médecin généraliste installée à la Literie, donc dans un quartier qui est considéré comme un quartier prioritaire de la ville de Strasbourg, donc avec de nombreux patients allophones. Et donc, j'ai commencé à. Enfin, parce que c'était pas possible de travailler sans comprendre ce qu'ils veulent. Donc, j'ai commencé à utiliser les services de Migration Santé Alsace. Et puis, du coup, après, ça c'est, les patients en parlent autour d'eux, les associations, et du coup, voilà, il y a de plus en plus de patients qui sont venus. Donc, alors, ça prend du temps de travailler avec interprète, mais en fait, ce qui prend du temps, c'est pas tellement d'avoir un interprète, c'est que c'est souvent des patients qui ont des problématiques assez lourdes, avec des grosses pathologies et aussi beaucoup de social. Et qu'au contraire, le fait qu'il y ait un interprète et en présentiel en plus fait plutôt gagner du temps, malgré le temps de la traduction en plus, parce que ça permet justement d'aller rapidement, entre guillemets, au cœur du problème et de pouvoir expliquer les choses et de pouvoir guider les gens, expliquer pourquoi on ne fait pas tel ou tel examen quand ils les veulent et pourquoi on fait plutôt ça, pourquoi expliquer aussi les soins, enfin comment toute l'éducation thérapeutique en fait. Voilà, tout le côté prévention, comprendre ce qu'ils veulent, les symptômes, parce qu'ils ont parfois des manières différentes de les exprimer. Et donc, voilà, le fait d'avoir exactement ce qu'ils disent, ce qu'ils expriment, ça permet d'avancer. Donc, et par rapport à l'interprète de proximité, c'est vraiment le côté compréhension, parce que souvent la compréhension de l'interprète de proximité n'est pas forcément optimale. Et
Et en plus, souvent, c'est des enfants qui traduisent pour leurs parents, donc tout ce qui est aussi bien gynéco ou même autre, il y a plein de problématiques qu'on ne peut pas aborder avec les enfants. C'est pas si simple de passer d'une langue à l'autre. Et souvent, les enfants l'expriment hein, quand ils traduisent. Ils arrivent à comprendre dans une langue, mais ils ne savent pas comment l'exprimer dans l'autre. Et il y a aussi tout le biais de l'affect, de l'émotionnel, et du coup, avec pas forcément envie de tout traduire, de tout expliquer. Et donc, pour tout ça, un interprète professionnel, c'est vraiment très important, avec aussi le respect du secret professionnel. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Oui, si ça crée une vraie relation à trois, en fait, au début, on s'en rend pas compte, et puis petit à petit, pour les patients, ça devient vraiment, l'interprète fait vraiment partie intégrante de la consultation. Et surtout quand voilà, c'est des pathologies chroniques où du coup on revoit régulièrement les patients, c'est vraiment important. Et le côté présentiel, c'est un confort, si je peux m'exprimer comme ça, supplémentaire. C'est beaucoup plus facile en présentiel que par téléphonique pour avoir utilisé les deux systèmes. Le téléphonique, on est beaucoup plus dans le factuel, vraiment traduire, vraiment la traduction. L'interprète, quand il est là en présentiel, il est là, il voit les échanges de regards, il voit que, par exemple, quand je m'arrête, que c'est pour rédiger une ordonnance, ou que c'est parce que le patient n'arrive plus à parler et que je respecte un temps de silence. Enfin, il est vraiment dans la consultation. Par téléphonique, toutes ces choses-là se perdent, hein. Tout le langage gestuel, les échanges de regards se perdent. Après, c'est important quand même quand on n'a pas d'autres possibilités, mais voilà. Du coup, je ne sais pas, est-ce que je pense à, enfin, pour travailler avec des patients allophones, c'est vraiment juste nécessaire, mais et c'est pas si compliqué que ça, parce que souvent les médecins ont peur dans des consultations déjà surchargées. Moi, au final, je trouve que vraiment ça simplifie les choses. Après, la complexité, c'est plus au démarrage pour la mise en place. Les premières fois, mais après, une fois qu'on a pris l'habitude, ça va plutôt bien et les gens comprennent assez bien, même quand ils viennent pour un problème qu'ils estiment urgent au début, une fois qu'ils ont compris qu'on les faisait revenir une semaine ou 10 jours plus tard parce qu'on prend le temps d'organiser le rendez-vous avec un interprète, ils sont plutôt contents et acceptent assez facilement. Et donc, les demandes de rendez-vous, c'est assez simple, hein. Il faut envoyer un mail à Migration Santé Alsace et on a une réponse assez rapidement. Il y a des langues qui sont plus en tension que d'autres. C'est sûr que par exemple en géorgien, il faut quand même compter 2-3 semaines presque de délai. Parfois ça peut être rapide, mais voilà, c'est quand même plus long. Il y a d'autres langues où ça peut être beaucoup plus rapide. Alors voilà, je ne sais pas, est-ce que il y avait plutôt d'autres questions, des précisions autres qui vous intéressaient? Moi, j'avais potentiellement une question. Je voulais savoir, parce que vous dites que c'est un projet qui est soutenu par la ville de Strasbourg, et je voulais savoir un peu pour les communes du coup limitrophes ou comment ça se passe du coup sur le reste de la région Alsace. Euh, pour l'interprétariat en médecine de ville, hein. En fait, Mhm. au départ, c'était en- soutenu en grande partie par l'ARS, et puis il y a eu un système de vase communicant, et actuellement, c'est la ville de Strasbourg qui finance la très grande partie du dispositif, donc qui va être du coup plus ciblé sur Strasbourg et l'Eurométropole, avec néanmoins un complément de financement à la fois de la CPAM et de la RS 67 qui vont nous permettre s'il y a des demandes, d'étendre le dispositif à l'échelle du département. Et de l'Eurométropole tout court, parce que Strasbourg, c'est la Strasbourg-Ville qui finance, c'est pas l'Eurométropole. Mm. D'accord. Ok.
Et donc là, merci pour votre témoignage du coup, docteur Muller. Mais je voulais savoir, est-ce que il y a d'autres professionnels qui font appel à vous? Parce que notamment, effectivement, on a Madame Parizeau qui est connectée ici, qui est orthophoniste. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait d'autres professionnels qui pouvaient faire appel effectivement au service de migration santé pour l'interprétariat. Oui, bien sûr. Oui, oui. Tout ce qui est alors libéral, tout ce qui est alors médical, je suis sûre. Dans toutes les spécialités médicales peuvent faire appel. Je sais que les sages-femmes, ça a été ouvert aux sages-femmes aussi. Alors maintenant, tout ce qui est paramédical, je ne sais pas le système de prise en charge. La- Alors, si, c'est possible aussi, notamment la CPAM finance pour les paramédicaux. Et puis, ensuite, alors c'est vrai qu'on ne communique pas forcément à hauteur du besoin qu'il pourrait y avoir, en sachant qu'on ne pourrait pas non plus l'absorber forcément, mais en tout cas, c'est possible. Et c'est vrai que nous, on a aussi un travail à faire pour qu'il y ait une égalité dans l'information auprès des professionnels sur la possibilité de mobiliser le dispositif. Euh, et ensuite, ce qui est possible aussi, mais de manière plus ponctuelle, où c'est des prises en charge qui sont liées au type de public qui accompagne. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple que cette année, on a eu un financement assez important pour toute structure qui travaille ou accompagne des femmes victimes de violences. Donc on a aussi voilà, d'autres modalités de financement. Et par exemple, les maisons urbaines de santé, enfin en particulier celle du Neuhof, ont, via l'article 51, ont réussi à avoir des financements justement pour tous les médicaux, paramédicaux de leur maison de santé, en fait. Donc, alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être applicable sur d'autres systèmes comme la CPTS ou voilà, mais alors après, c'est toujours la même difficulté, c'est trouver les financements. Et justement, quelles sont vos attentes par rapport à ces structures que sont les CPTS qui sont assez récentes, hein, de communauté? Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à vos missions? Hum, Je pense que vous pouvez être support et relais pour nous, notamment sur cette question de la diffusion de l'information, sur la possibilité de faire appel à un interprète professionnel. En parallèle de ça, il y a un travail qu'on mène aussi qui est plutôt un travail de sensibilisation sur les enjeux de l'interprétariat professionnel, parce que pour des professionnels qui ont intégré ça à leur pratique, ça va sembler une évidence. Et puis, il y en a d'autres qui ne vont pas nous solliciter parce que ça n'est pas intégré à leur pratique. Et pour autant, il pourrait y avoir un besoin, mais en amont de ça, le besoin d'accompagner dans la prise de conscience des enjeux et de ce besoin. C'est ça, c'est un peu pour que les patients puissent être accueillis où ils sont hébergés, qu'ils aient un vrai choix de médecins sur tout le territoire et de préférence justement près de chez eux aussi. Alors je dis médecin parce que je suis médecin, mais de soignants en général. Bah, vous avez d'ailleurs comme ça une idée enfin, de pourcentage ou de proportion de métiers qui font appel à vous, les médecins, je ne sais pas, les infirmiers libéraux, autre chose? Vous avez un peu comme ça, le principal demandeur, j'imagine que c'est le médecin. Pour l'interprétariat en médecine de ville, c'est ça, hein, pas. Oui, oui, la santé en ville, parce que j'imagine qu'il y a des infirmiers aussi libéraux qui ont ce Ouais. besoin-là des fois, mais peut-être que c'est pas du tout quelque chose qu'ils vont faire comme démarche s'ils J'ai connaissent pas. pas les statistiques sous les yeux, mais euh, en très grande majorité, c'est des médecins généralistes. Oui, oui, j'imagine. Mm. Il y a aussi déjà par le problème de la prise en charge de l'interprète et je sais aussi que justement du fait du système de prise en charge, alors moi je fonctionne en microstructure,
donc avec psychologue et assistante sociale, et que de temps en temps on fait venir un interprète, hein, mais que du coup la prestation et l'intervention est sur le nom du médecin en fait, pas Oui, oui, oui. du psychologue ou de l'assistante sociale. Et vos interprètes sont évalués régulièrement ou comment ça se passe? C'est une évaluation de départ et après il y a une sorte de, comment dire, pas contrôle qualité, parce que c'est pas vraiment le terme, mais est-ce qu'il y a des réévaluations régulières ou c'est des formations continues? Alors oui, au départ, il y a un entretien aussi de recrutement, quoi, assez standard, qui va porter aussi sur des questions de profil, de posture, euh, et puis une évaluation linguistique qui se fait à l'oral et à l'écrit, qui Mhm. demande un niveau très élevé. Notamment, on va vérifier la capacité à la connaissance du vocabulaire spécifique. Enfin, il y a des exercices de traduction orale et écrite qui sont validés par des experts linguistiques. Et ensuite, en amont du démarrage, alors il y a plusieurs choses. On- les nouveaux interprètes effectuent 6 séances de tutorat, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir en binôme avec un ou une interprète qui est plus expérimenté. Il y a 3 séances où ils vont observer, et puis 3 séances où ils seront observés, où elles seront observées. Et on essaie de faire en sorte qu'ils puissent découvrir des contextes d'intervention euh, le plus variés possible pendant ces 6 séances. Et à l'issue de ça, il y a une rencontre avec la coordination et la direction, le tuteur et la tutrice, et puis l'interprète pour un peu débriefer, voir comment, ce qui se sent prêt à intervenir ou pas. Est-ce qu'il y aurait d'éventuels besoins en formation ou de renforcement de l'expérience de tutorat? À côté de ça, on met en place une formation de base de nos interprètes. Et puis ensuite, on a des modules de formation thématiques qui peuvent varier d'une année à l'autre en fonction aussi des projets qui sont en cours et des différents contextes dans lesquels ils pourront être amenés à intervenir. Par exemple, cette année, on a mis en place une formation pour ce que j'évoquais tout à l'heure, les situations d'intervention dans le recueil de parole et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et puis, on met aussi en place des groupes d'analyse de la pratique avec des psychologues. Donc, on a 3 psychologues qui encadrent ces gaps euh, et les interprètes peuvent y participer à raison d'une fois par mois. D'accord. Euh, Je ne sais pas si Madame Parizeau et Madame Amolline ont des questions. Pour activer votre micro si jamais. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, C'est bon. oui, la question qui a été abordée a été abordée, la question que je me posais. Ok. Et donc, j'ai les modalités pour éventuellement faire une demande, hein. Il suffit d'envoyer un mail. Donc c'est Euh, le mail générique, hein, c'est RDV Interprétariat, c'est ça? c'est voilà. ça. Oui, admigrationsantéalsace.org. Voilà. En sachant que pour ma part, du coup, je ciblerai vraiment pour une séance précise. Voilà, quand j'imagine qu'on ne peut pas faire appel trop souvent à des interprètes, donc il faut voilà, cibler vraiment le moment qui sera intéressant pour les familles et le travail avec l'enfant, l'adolescent. Enfin voilà. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup. Parce que du coup, c'est vrai que voilà, j'ai quelques réponses aux questions que je me posais. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis obligée de vous laisser. Et, Merci bah, à vous. merci. Au revoir. Au revoir.